Bien, eh ben, écoutez, bonjour à toutes et tous. On est sur la dernière ligne droite du Forum Co. Intense, hein, une belle journée, je pense, hier. En tout cas, on a eu pas mal de retours assez positifs. J'espère que c'est partagé par toutes et tous ici. C'est une matinée de clôture qui va être un peu dense. On a au programme du coup, un petit temps qui va être important. On a invité du coup, les participants, les représentants de notre réseau, des invités aussi, à porter la parole des ateliers qui ont eu lieu hier après-midi. Donc ça va être la séquence qu'on va ouvrir dans quelques instants, et j'y reviendrai pour recontextualiser un petit peu. Ensuite, on aura la prise de parole de Tilda, que je salue, premier rang, studieuse, qui prendra la parole ensuite à 10h30, et ce jusqu'à 11h. Et ensuite, on aura une plénière de clôture, et on demandera du coup au président Claudie Le Breton et au vice-président Catherine Benorine et Mireille Pinault de Culture Co, de venir prendre la parole, et on aura un temps d'échange collectif avec la salle, avec vous, avec tout le monde, pour échanger et débattre simplement des positions, de la position que nous souhaitons tenir pour les départements et pour la culture dans les départements. Voilà. Vous dire, avant de lancer la restitution des ateliers, ce qui s'est passé hier, je le rappelle, on a chez Culture Co cette habitude de documenter tous les travaux qu'on fait, de tout retranscrire, de tout écrire, de tout compiler. Et là, en fait, les notes sur lesquelles vous avez travaillé hier, c'était le fruit qu'on a un peu découpé d'un travail qu'on mène depuis 2 ans. Et l'idée, c'était de poser des hypothèses, des scénarios, de vous faire réfléchir. Certains d'entre vous se sont positionnés contre, certains, vous voyez, et ont réagi, c'était le but. Certains d'entre vous se sont positionnés pour. Et c'était également le but. Donc là, ce qui va être présenté ici, ce sont des plaidoyers et des scénarios qui visent à une nouvelle organisation des politiques publiques culturelles territoriales et notamment, bien sûr, départementales. L'idée, c'est que les collègues qui sont sur le plateau vont porter la parole des groupes et surtout des plaidoyers, des scénarios qui ont reçu le plus de votes. Donc on est sur une logique de priorisation. Le principe, c'est que ça fait plus de 2 années qu'on vit cette crise financière dans les collectivités et dans les départements. Et la question, c'est pas d'inventer de nouvelles pistes, mais la question était de se dire ce sur quoi on veut mettre la priorité pour avoir un discours audible pour la suite, afin de communiquer sur un manifeste. Peut-être parlera-t-on de l'appel de Granville pour seconder l'appel de Bègle, ou un manifeste, que sais-je, en tout cas d'une expression du réseau que j'espère nous porterons en lien avec le département de France. Et j'ai, à mon avis, assez confiance là-dessus pour avoir parlé avec Paul Etienne, qui est dans la salle et que je salue. Et puis aussi cette idée que ce manifeste, il faudra qu'il vive dans un livre blanc qu'on est en train de coordonner avec l'Observatoire des politiques culturelles et d'autres réseaux nationaux. On pourrait noter par exemple l'Association des maires ruraux de France, l'AMF, que pourrait donner la FLADAC, France Urbaine et bien d'autres, j'en oublie. La liste n'est pas exhaustive. Voilà, et ça ce sera le 21 janvier en soirée au Biche de Mantes, 17h précisément. Le sujet du moment, c'est maintenant de rendre la parole à ceux qui nous ont donné, celles et ceux qui nous ont donné du temps hier, nos adhérents, nos partenaires, amis, pour nous raconter ce qu'on souhaiterait prioriser dans la perspective de ce manifeste. Voilà. La tâche est lourde. Et pour commencer, on s'est dit qu'il fallait commencer par le pire pour ouvrir le meilleur, n'est-ce pas? Et la tâche, on va la confier au trésorier Culture Co. Baptiste Clément. Baptiste, je te laisse la parole. C'est un hasard. Le scénario du pire, on a appelé le grand effacement du département pour la culture, vous vous doutez. On va sur en fait, le scénario catastrophe de la fin des financements du domaine culturel pour les départements. Et on est allé jusqu'à imaginer la fin du financement, y compris des compétences obligatoires, donc disparition des services de la bibliothèque départementale pour la lecture publique, de l'EAC, y compris des archives départementales, etc., etc.
la fin des aides vers les publics cibles, des collégiens, des jeunes, de la petite enfance, des personnes au RSA, etc. Et puis, ce qui en découlait aussi, c'est la disparition de la culture dans les politiques de développement territorial, d'aménagement du territoire. Derrière ça, une perte de sens de l'action publique dans cette perspective d'aménagement du territoire. Et bien évidemment, l'effet, c'est la mise à mal de tout un écosystème, qui est aussi un écosystème économique qui a son importance. Outre le sort des agents recasés pour partie aux routes et aux ENS, certains perdront leur boulot, vous vous en doutez. On ne peut pas recaser tous les personnels des archives aux routes. Peut-être plus grave pour les associations, des grandes difficultés, mais aussi, au-delà des financements, une perte dans l'accompagnement, dans la formation, dans l'ingénierie, parce qu'au-delà des financements, les départements sont fortement aux côtés des associations pour leurs projets. Et pour les habitants, une perte d'égalité d'accès aux services publics de la culture, un éloignement, puisqu'on intervient aussi en rééquilibrage territorial, éloignement de l'accès aux ressources culturelles. Et pour les EPCI, bon nombre se trouveront tout seuls à porter leur politique publique de la culture. Voilà pour le scénario catastrophe. Et puis derrière ça, on l'a déjà dit, même en plénière, une perte de sens pour l'action publique départementale. Donc ça, c'était le scénario catastrophe sur lequel on s'est accordé, le scénario du pire. Voilà. Il y a eu d'autres scénarios assez proches en termes de catastrophe, je pense. Et donc, on a voté pour un scénario du meilleur ensuite. Exactement. Le meilleur, on espère, en fait, c'est de repositionner et confirmer le département dans sa compétence et sa légitimité d'acteur en faveur, excusez-moi, c'est écrit petit, en faveur d'une plus grande équité territoriale et d'une plus grande équité sociale pour la culture. L'idée est de se baser sur une concertation des financeurs pour lesquels le département aurait tout à fait légitimité à être initiateur et moteur, animateur de cette concertation. Voilà. Cette concertation permettrait de poser des priorités pour chaque échelon, avec un fléchage derrière plus net de la finalité politique de l'action par échelon. Pas forcément, bien sûr, sur une déclinaison par dispositif, par action dans le fléchage, mais vraiment en termes d'objectifs de politique publique. Et pour les départements, un fléchage plus naturel vers l'action territoriale et l'action vers les publics cibles. C'est pas le plus joli des termes, mais on est obligé de faire vite. Et au-delà de cette concertation à l'échelle départementale, une base posée qui est celle du travail autour du couple département-EPCI, ou en tout cas du bloc communal, sous ses différentes formes, qui est positionné comme le socle du développement culturel territorial, avec les exemples d'outils des projets culturels de territoire. Ensuite, je vais passer sur les autres exemples, on va dire, de coopération réussie, mais qui passent aussi par des dispositifs opérationnels qu'on peut porter, d'animation de saisons co-construites. On a parlé de Ville en scène, bien sûr. Voilà, des outils qui font vivre aussi la coopération par l'action. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, petite précision, une erreur que j'ai commise. Nous, dans l'atelier, je dis nous parce qu'on était avec Baptiste dans cet atelier finance, on n'a pas priorisé les scénarios du meilleur parce qu'on s'est dit que ces scénarios du meilleur sont forcément complémentaires et on va les entendre par la suite. Deuxième petite précision, le temps du débat, c'est à 11h tout à l'heure. Donc là, on va vous présenter les différentes propositions les unes après les autres et on ne pourra avoir un temps que sur des questions de clarification. Pas de débat, on n'a pas le temps. Donc, question de clarification et le débat à partir de 11h. Merci Baptiste. Je passe ensuite la parole à Julien Rodier et Caroline Évrard. Donc, Julien Rodier du département des Côtes-d'Armor et Caroline, département du Calvados, pour le scénario explorer les modalités alternatives de financement.
Effectivement, nous, on n'avait pas à rationaliser notre budget, on avait à trouver des nouveaux modes de financement plus transversaux avec les différents acteurs qui nous entourent. Donc, idéalement, nous, dans 5 ans, on imagine un département qui a la capacité, parce que potentiellement avec des ressources humaines, la capacité à aller chercher des fonds européens et à les développer davantage. Aussi un département qui a la capacité d'améliorer la transversalité entre ces différentes politiques. Ça a été un peu évoqué hier autour d'une des tables rondes du matin, par exemple des projets avec les routes, des projets avec le social, des projets renforcés. Et également une dichotomie qui se terminerait entre l'éducation populaire et la culture. Donc revenir à des bases où chacun se retrouve autour de la table. Le tout autour de la garantie des droits culturels à destination des différentes personnes. Et tout cela dans un cadre partagé, parce que sinon on n'avance pas ensemble. Un cadre partagé où il y aurait la pose des différents échelons, des différentes étapes pour évoluer ensemble à travers des politiques transversales. Et ce, entre toutes les strates politiques et tous les échelons territoriaux. Et enfin, dans un scénario idéal, une réforme fiscale qui permettrait au département de capter des ressources et de pouvoir les répartir de façon beaucoup plus autonome que ce qu'il est possible aujourd'hui. Merci Caroline. Donc sur le volet opérationnel, ça consisterait à renforcer l'articulation entre les services culturels et sociaux, et notamment sur les territoires au travers des MDD. Donc l'interconnaissance serait le socle en fait de ce départ de travail. Donc en organisant des journées avec les acteurs culturels du territoire, que ce soit des compagnies jusqu'aux services culturels, et plus loin encore, bibliothèques et tous services concernés par les actions culturelles, mais également du coup les travailleurs sociaux pour arriver justement à faire des ateliers dynamiques et se projeter vers un monde meilleur. Former et sensibiliser les artistes et acteurs locaux aux droits culturels, donc forcément ça aussi ça peut se faire sur un deuxième temps de rencontre dans lequel en fait c'est donner aussi les outils, les connaissances nécessaires pour justement transmettre tout ce potentiel de connaissances aux habitantes et aux habitants d'un territoire afin justement que tout le monde se saisisse de la question des droits culturels. Développer les PCT ou les pactes, bon voilà, chacun a son appellation dans les territoires, et les contrats de résonance. Donc on met un petit bémol sur cela, puisque le ministère aussi nous l'a demandé hier, parce qu'on avait un collègue du ministère qui travaille avec nous sur cette question-là. Donc effectivement, on ne sait pas si ça sera continué, mais c'est vrai que c'est un bon dispositif. On en parlera peut-être plus tard dans les questions. L'évaluation, donc c'est développer aussi des indicateurs plus portés sur le qualitatif et les bilans sensibles. On en entend parler actuellement. En fait, on voit bien que lors de nos échanges avec les acteurs que nous finançons, on a tendance aussi à aller vers quelque chose de plus sensible, de plus humain, et avec des indicateurs beaucoup plus portés finalement sur l'action et la qualité des objectifs qu'ils atteignent, ou que nous nous fixons du moins. Renforcer le lien avec les autres élus, donc du social, des politiques culturelles, mais également aussi de l'enfance jeunesse, et puis aussi plus largement des autres services des départements et des communes et des intercommunalités. Je pense que aussi le volet économique est très important justement pour arriver à trouver aussi et à lever sur le territoire des nouveaux modèles de financement ou de mécénat, plus en lien aussi avec les enjeux humains et on va dire écologiques. Ensuite, renforcer le tissu économique local, bon, je viens de le dire, mais aussi renforcer les équipes et consolider finalement une action, on va dire, portée plus collectivement, y compris avec le domaine des acteurs privés, mais des acteurs privés vertueux.
Et on a travaillé sur quelques exemples. Alors, certains existent déjà, donc finalement, il n'y a pas besoin d'attendre 5 ans pour les mettre en place. On a cité, notamment pour renforcer le lien entre la direction de la culture et la direction du social dans les territoires, la mise en place d'un chargé de mission culture et lien social. Donc, ça existe déjà dans un département qui est autour de la table hier, ce qui permet également d'être plus en lien avec des partenaires comme la CAF. On a également évoqué les projets culturels de territoire qui sont vraiment un appui pour poser le cadre commun et se réunir autour de la table pour définir ensemble les objectifs à atteindre et les fonds qu'on peut solliciter. Exemple de coopération aussi, on peut aussi aller chercher des acteurs qui ont une spécificité, notamment dans le public en situation de handicap, donc en prenant l'exemple du Centre national de la création adaptée à Morlaix. Mais également, du coup, voilà, ça nous pousse aussi, au-delà de la diversification des publics, avec un volet, on va dire, socio-économique, mais également aussi vers les publics prioritaires de l'action départementale, donc autour de l'handicap, par exemple. Et moi, je terminerai sur un dernier exemple, sur la transposition aussi des projets qui peuvent être mis sur un territoire, faire en sorte qu'ils puissent être de nouveau diffusés et adaptés par d'autres structures partenariales. Et puis je pense qu'on a tout dit, voilà, pour le petit mot de la fin. Merci à tous les deux. Juste petite note pour la suite, essayez d'aller direct à l'essentiel parce que c'est hyper riche, on va documenter tout ça, on va le retranscrire, mais on n'aura pas le temps d'aller dans le niveau détail, mais en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. On passe du coup à la suite. Donc, on va passer la parole du coup à Lancelot Rétif et Fabrice Hervé, Lancelot de la Brèche et Fabrice de la compagnie Tournez la page. En fait, dans l'atelier finance, on avait une table réservée aux acteurs. Vous étiez nombreux quand même, donc à cette table, et on leur a demandé de nous donner leur point de vue. Et c'est ce point de vue-là que vous allez porter tous les deux. Vous avez également travaillé sur un scénario idéal. Lequel est-il ? Bonsoir, bonjour. On a fini très tard hier soir, mais en fait, notre scénario idéal, il part du scénario catastrophe qui s'appelait ici l'herbe ne repousse plus. En fait, après ce qui a déjà été dit, tout ce côté boule de neige, effectivement, de catastrophes arrivant les unes après les autres, l'idée qu'à un moment donné, en fait, il n'y ait plus de notion de sens de qu'est-ce que c'est qu'habiter un territoire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une perte d'identité, de singularité, de sens à donner à ce territoire. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, on aura beau inventer plein de dispositifs, comment on peut remettre la culture au centre en fait, du débat, de l'action politique, et que la culture soit pas seulement une chapelle qui soit à l'aile gauche ou droite du conseil départemental, mais au cœur vraiment de toutes les actions. Et en fait, de s'intéresser sur la transversalité que la culture peut apporter à l'attractivité d'un territoire, au social, au tourisme, à l'éducation, et que finalement, est-ce qu'on pourrait pas réinventer le service culturel qui soit au centre de tous les services, et qu'à un moment donné, mettre la culture au centre de tout cela, ça donnerait du sens à tout ce qui est fait et de réinterroger finalement travailler sur la singularité d'un territoire en fait. Et donc il y a quelques choses techniques, outils qu'on essaie d'inventer, mais voilà, c'est un peu ce que disait hier, je sais plus son nom, mais sur la philosophie d'Olivier Hamon, c'est-à-dire qu'à un moment donné que la culture soit à la marge de tous les services en fait, et qu'à un moment donné ça donne du sens à tout, de rendre compte aux politiques, à un moment donné la culture finalement elle est porteuse de plein de choses au centre de toutes leurs actions. Merci. Oui, et on a commencé cette réflexion d'un point de vue très technique en se posant la question de comment améliorer le lien entre les acteurs et la collectivité et comment retrouver un temps long. Et surtout de ne pas être dans la superposition de différents outils, c'est-à-dire la CPO qui vient en addition d'une convention, qui vient en addition d'un CERFA qui est censé être le même mais qui est différent, etc. Comment on trouve un outil? Et on a imaginé quelque chose qui, alors le nom on l'a pas, mais un contrat de projet sur une temporalité vraiment longue, par exemple 6 ans, avec des phases. Une phase vraiment de
de co-construction, de rédaction, de mise en résonance de tout, avec cette idée de ne pas être dans des projets je vais y arriver, superposés, c'est plus simple, de projets superposés un peu parallèles qui ont du mal à s'entremêler, mais au contraire un projet où chaque collectivité, chaque politique publique, y trouve son sens, y trouve son lien, et il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne dans sa globalité. Donc déjà prévoir ce temps-là, et pas y voir un temps administratif, mais vraiment un temps de co-construction. Ensuite vraiment le temps de la réalisation, qui est donc pluriannuel forcément. Et un temps, nous on s'est même pas posé la question du bilan, on l'a plutôt présenté comme une sorte de jachère. Il faut laisser aussi les choses reposer, il faut prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, de mesurer des effets à moyen et long terme, d'être dans du qualitatif et vraiment de prendre du temps. Et finalement, alors bien sûr, je sais que c'est compliqué de sortir de l'annualité budgétaire, mais on aimerait bien. Mais l'idée, c'est justement de sortir un peu des logiques de fonctionnement et d'aller un peu dans une logique d'investissement. C'est-à-dire, c'est investir dans le territoire. C'est peut-être quelque chose dans lequel les collectivités auront plus de marge de manœuvre, les sections d'investissement sur du pluriannuel, et qu'il va falloir commencer à se poser la question de comment on investit dans le territoire autrement que par le bâti. Et comment, justement, ces nouvelles manières de fonctionner vont permettre de créer plus de mutualisation, plus de partage de l'existant. Merci. Lancelot. Ça me fait penser, mais j'ai pas le droit de parler. Ah ouais, on en parlera après. Voilà. Maintenant, on laisse la parole du coup à Christelle et Stéphanie. Christelle du département de l'Essonne et Stéphanie du département des Côtes-d'Armor pour un plaidoyer qui porte sur l'organisation de la coopération territoriale. Donc on change de salle, on va dans la salle gouvernance et on vous laisse la parole. Bonjour. C'est allumé là ? Ouais. Alors, donc nous, je resitue. Donc on a traité l'organisation de la coopération territoriale. On était un groupe de 5, une élue et 4 techniciennes féminines. Donc Christelle de l'Essonne, Véronique de la Seine-et-Marne, Stéphanie des Côtes-d'Armor, Manon du Calvados et Estelle de l'Orne. Voilà, pour resituer. Donc nous, on est parti de la proposition de départ en opposition, parce que la proposition de départ avait parti du postulat de structurer la coopération territoriale autour de 2 blocs d'intervention culturelle. Donc le premier composé de l'État et du bloc local métropolitain pour un soutien aux territoires urbains, et le deuxième composé de la région et des départements pour un soutien aux territoires ruraux. Donc déjà, on est parti du constat qu'il n'y a pas de métropole dans tous les départements, qu'il y avait un gros risque de cloisonner, de créer une scission entre les territoires urbains et ruraux et d'avoir une vision clivante qui est un petit peu quand même à éviter en ces temps-ci. La nécessité de favoriser les coopérations entre ruralité et urbanité, puisque comme on l'a dit en table ronde hier, on l'a entendu du moins, le travail en ruralité peut servir aussi aux villes. Tous les départements n'ont pas des métropoles et ils sont plus ou moins ruraux. Certains sont totalement ruraux, comme les Côtes-d'Armor, avec des villes qui ne sont pas très, très importantes, et d'autres sont très, très urbains. Ça occulte les autres options, les autres compétences obligatoires des départements, le social, l'éducation, la politique de la ville, etc. Le risque était aussi de renvoyer, dans le document qu'on a eu, le département était assez cantonné à un rôle de financeur et même de second plan. Et tout ce qui était accompagnement et ingénierie était vraiment présenté de façon assez même péjorative. Donc voilà, il ne faut pas limiter les départements à un rôle de financeur. Et le danger était aussi de limiter le danger de limiter à une bilatérale. C'était par exemple, si le département était en présence de la région, il y avait un risque de mise sous tutelle de la région. Et finalement, quand on est plus que 2 dans les regards croisés, c'est intéressant aussi, parce que ça fait moins le rapport de force et on peut faire bien plus de choses. Voilà, et on peut plus s'adapter au territoire.
Donc effectivement, on a décidé de mettre de côté ce scénario qui enterrait les financements croisés. Et on s'est dit que non, nous, on voulait sauver ce système des financements croisés qu'on trouve tout à fait vertueux et renforcer les partenariats multilatéraux. Donc, d'ailleurs, en positionnant le département en animateur, on s'est dit que le département pouvait devenir l'échelon avec la compétence d'animation du territoire et de la compétence de dialogue de proximité sur le territoire et la compétence de contractualisation, en tout cas d'animation, de pilotage de la contractualisation sur les territoires. Donc, à partir de là, on a vraiment pensé contractualisation avec l'ensemble des parties prenantes, bien évidemment, donc le bloc local, le département, la région et l'État. Alors, pourquoi est-ce que, selon nous, ça serait ça, la bonne idée? Eh bien, parce que les départements ont quand même des atouts. Il faut qu'on les revendique. Nous avons une connaissance fine des dynamiques territoriales, une capacité d'accompagnement, d'ingénierie, d'aide à la professionnalisation, une capacité d'animation, d'identification des synergies et également, comme je le disais, de dialogue de proximité. Donc pour nous, cet appui à la contractualisation doit se faire avec un certain nombre de prérequis. Bien évidemment, l'idée, c'est de prendre en compte les réalités des territoires, de s'appuyer sur des diagnostics qui soient partagés, et donc que ces contractualisations remontent vraiment de la base, c'est-à-dire qu'elles soient vraiment le résultat d'une concertation locale et non pas la mise en application d'injonctions hors sol et notamment d'une application de politiques décidées au niveau de l'État. C'est une partie qui nous semblait assez importante et donc pour cela, il va falloir accepter la notion de temps long, se donner le temps de construire ces contractualisations, s'adapter donc à la diversité des réalités territoriales, être dans l'expérimentation, se permettre cela, dans l'évaluation bien évidemment, mais également dans une démarche d'amélioration continue. Super, merci beaucoup. Maintenant, on reste du coup dans cet atelier gouvernance. Il y a un second plaidoyer qui a été voté aussi majoritairement. Et on avait une invitée de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, Louise Allais. Louise, je te laisse la parole. Oui, merci. Dans notre groupe, on s'est posé la question des enjeux démocratiques de la gouvernance, avec cette idée que la culture étant une compétence facultative, peut-être les départements pourraient-ils s'en dessaisir dans le cadre d'un scénario du pire. Et comment éviter ça? Alors, on a eu un constat assez dur, peut-être au premier abord, sur la place des citoyens dans les politiques culturelles et notamment leur influence sur ces politiques culturelles. Et aussi un constat peut-être un peu dur sur le fait que parfois la culture était beaucoup dans la sectorisation à outrance et dans l'entre-soi. Et c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, qu'il fallait peut-être s'ouvrir à d'autres politiques publiques et d'autres champs d'action, tels que le social. Donc pour notre groupe, il nous a paru important de réfléchir à la façon dont la participation citoyenne, la démocratie participative pouvait être mise en place afin de favoriser davantage de politiques culturelles qui ne soient pas hors sol. Alors, on a un peu réfléchi dans notre groupe à des exemples justement de participation citoyenne et force est de constater qu'on n'a pas pu citer d'exemples vraiment réussis, et j'en suis désolée, de participation citoyenne. On a eu beaucoup d'exemples assez insatisfaisants. Si je prends quelques exemples qui ont pu avoir lieu sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin, par exemple, des assises associatives où, au final, on trouve peut-être un peu toujours les mêmes et qui reproduisent des formes d'inégalité puisque les citoyens qui vont s'exprimer sont les plus à l'aise, les plus engagés, les plus lettrés, etc., etc. Donc un problème de représentativité dans ces actions de participation citoyenne. Un problème aussi de fracture numérique. Par exemple, on a l'exemple de lancement d'un portail numérique de participation citoyenne qui a été un petit four parce que finalement, les gens ne s'en sont pas saisis, ne se sont pas connectés à ce portail. Alors, peut-être en raison d'une fracture numérique, peut-être aussi qu'il y a une question de sens et on n'a pas vu forcément l'intérêt d'aller participer via ce portail. Donc, ce constat étant posé,
On s'est dit d'abord qu'il fallait du temps, parce qu'on a assisté ces dernières années à une multiplication des initiatives de participation citoyenne. Et peut-être donnons-nous le temps de les évaluer, le temps de se former et le temps de travailler à une ou plusieurs méthodes, puisque bien sûr, il n'y a pas une méthode que l'on peut appliquer à l'ensemble des territoires. Et plus particulièrement dans le contexte géographique d'un département, on va avoir des contextes urbains et des contextes ruraux. Il faut faire un travail de dentelle et adapter chaque action et chaque méthodologie de participation citoyenne au territoire. Il nous a paru extrêmement important aussi de bien cadrer ce que l'on attend de cette participation citoyenne et qu'il y ait une sorte de contrat non écrit entre le participant, le citoyen participant et les techniciens et les élus derrière. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cette participation citoyenne? Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que... Enfin, sur quoi on attend des idées, des suggestions. Que va-t-on faire de cette participation citoyenne ensuite? Puisque bien sûr, il ne faut pas non plus donner l'illusion au groupe de citoyens qu'on peut mobiliser dans ce cas que les idées qui vont émerger vont être directement appliquées. Il faut aussi, bien sûr, repositionner les élus dans leur rôle de décideur. Donc il faut extrêmement cadrer la chose, ça c'est un préalable essentiel. Et travailler aussi à des actions qui soient bien sûr adaptées au type de public que l'on vise, et notamment si on veut chercher les non-publics, privilégier peut-être des petites formes d'action très souples, très directes, dans des démarches d'aller vers au sein même de l'espace urbain par exemple, si on travaille dans un contexte de ville. Il faut également être créatif, c'est important. On a eu l'exemple du département des Vosges qui travaille à des cartographies sensibles du territoire avec les habitants, avec la participation d'universitaires et d'artistes. L'importance de croiser les approches. Et enfin, cette question, le département est-il le bon échelon pour susciter ces démarches de participation citoyenne? N'est-il pas un échelon un peu trop large? N'est-il pas un échelon un peu trop administratif? Alors peut-être, mais en tout cas, il nous semble un échelon pertinent pour fédérer ces démarches de participation qui pourraient avoir lieu à des plus petites échelles, que ce soit des échelles d'interco, voire même des échelles de communes. Voilà. Super. Merci beaucoup, Louise. Donc, on va passer à l'avant-dernier groupe avec, si ma mémoire est bonne, Sylvestre des Côtes-d'Armor. Sylvestre, donc on est dans la salle compétences, atelier compétences, et le nom du scénario, c'est l'extension. Alors, merci pour le titre, hein, la longueur. C'est synthétique, c'est hyper synthétique. L'esprit de synthèse des Côtes-d'Armor, c'est ça? Non. Je plaisante. L'extension des compétences culturelles obligatoires, un levier pour légitimer des départements en tant qu'assembliers territoriaux. Tu nous diras ce qu'est un assemblier au passage. Tout à fait, on va tout vous expliquer. Donc en fait, le titre de l'atelier, c'était, enfin de la proposition qui nous était faite, c'était l'extension des compétences culturelles obligatoires. Il y avait plusieurs scénarios qui avaient été proposés sur ce volet compétences, avec une priorisation qui a été demandée. Donc 2 scénarios qui ont été priorisés par l'ensemble des groupes. Le scénario que je vais vous présenter et le scénario que va vous présenter Renaud. Donc après de longs débats, on s'est dit qu'en effet, cette question de l'extension des compétences obligatoires nous paraissait intéressant en termes de légitimation des départements. Donc dans le groupe, on était 5. Avec moi, il y avait Sabrina Ferchaud du CD 44, Denis Pelémani, qui est l'ancien DAC de la Nièvre, Mélanie Gonel du CD 49 et Virginie Vandermade du département de Tarn-et-Garonne. Alors déjà, parce que ça a été abordé, mais on s'est beaucoup questionné là-dessus, on s'est dit que ça ne réglerait en rien la question de la sécurisation de la problématique financière des départements, que c'était pas le sujet quelque part, et que parce qu'on voit bien que nos compétences obligatoires aujourd'hui sont pas forcément protégées budgétairement. C'est-à-dire que le fait d'avoir une obligation sur les SDEA, les bibliothèques départementales ou les archives, ne dit rien finalement des crédits qu'on leur donne et laisse toute possibilité aux élus de mettre des crédits plus ou moins importants sur ces questions-là. Néanmoins, on se disait que c'était un moyen pertinent pour légitimer les départements. Alors, en tant qu'assemblier territorial, c'est un peu la logique de chef de fila, en fait, territorial, parce qu'en fait, on peut permettre probablement aux autres partenaires de travailler sur la logique d'équité territoriale, vu notre positionnement, notamment sur le lien dont on a beaucoup parlé hier entre urbains et ruraux. On nous questionnait sur la question de l'écriture de cette compétence, qui n'est pas facile à répondre. On était plutôt, nous, sur l'idée d'une écriture très large, c'est-à-dire qui ne serait pas limitée à l'EAC, par exemple, ou à l'aménagement culturel, qui englobe tout le champ de l'action culturelle. Bon, la lecture publique, on l'a déjà.
peut-être aussi le matrimoine et le patrimoine, avec cette idée qui a déjà été évoquée de faire du lien avec l'ensemble des publics, des politiques départementales, solidarité, éducation, jeunesse, citoyenneté, environnement, avec cette idée que la culture peut être un levier d'émancipation des publics et de cohésion sociale et territoriale. Alors pourquoi le département? Parce qu'en fait c'est la question qu'on s'est posée, pourquoi nous? Puisque tout le monde peut revendiquer d'être l'échelon pertinent. Donc on pense qu'on a l'avantage d'être ni trop loin ni trop près, quelque part. Si on compare avec DRAC Région, qui sont quand même assez éloignés des territoires, et le bloc local qui est beaucoup dans l'action. Donc nous, on est un peu à l'intersection de ces problématiques-là. Quelque part, ça nous place aussi au milieu des politiques de démocratisation culturelle qui ont été portées beaucoup par l'État, les régions autour des filières, et de la logique des droits culturels qui remonte des territoires et qui est plutôt portée par les habitants et le bloc local. Donc en fait, on a peut-être la bonne place pour hybrider ces deux dynamiques-là. On est chef de file des solidarités, donc quelque part ça nous positionne aussi sur la question de la sensibilité au public éloigné. C'est un peu notre ADN, et donc les non-publics, les publics éloignés. Et on pensait important de dire que l'aménagement culturel, par le biais de cette compétence, doit être assis comme une mission de service public essentiel, au service du vivre ensemble, de la cohésion sociale. Ça a été beaucoup dit hier par les intervenants. Donc, pour nous, la nécessité, c'est qu'il faut poser la notion de coopération et de chef de fila dans l'écriture de la compétence obligatoire. Les sources d'inspiration qu'on a, elles ont déjà été beaucoup citées, donc je ne reviens pas dans le détail, mais c'est les pactes culturels de territoire, PCT, projet culturel de territoire, fonction de comment ils s'appellent, qui sont un espace de coopération pertinent, département, bloc local, et avec parfois sur certains territoires la DRAC et la région, donc on pourrait modéliser. Sur la question du financement, parce qu'on a dit que ça ne réglait pas, mais il y a quand même le financement de ce travail de PCT, on se disait que le modèle, ça pouvait être un conventionnement sur 3 à 4 ans, avec des financements fléchés par la région, la DRAC, le département, le PCI, et avec une enveloppe pluriannuelle qui était administrée sur la mise en œuvre des objectifs qui avaient été définis collectivement, quoi. Et avec là, pour le coup, peut-être sur le territoire, un chef de fila de l'EPCI pour son projet culturel de territoire. Voilà. Ok. Merci. Et j'ai fait 5 minutes. Ouais, merci Sylvestre, super. Je laisse la parole du coup à Renaud Juan. Merci. Donc le groupe de travail, lui, il a travaillé sur le renforcement du principe de responsabilité partagée. Donc on continue. Est-ce qu'on peut faire mieux? Le titre final, c'est « Sécurisons la compétence culturelle partagée ». Et notre table était composée de 4 personnes, moi-même, département de la Sarthe, un vice-président des Côtes-d'Armor et 2 élus locaux, ici mon choix, 2 maires. Donc évidemment, la première chose qui est ressortie, c'est qu'on est dans une compétence partagée qui est une bonne chose et qui doit perdurer. Elle permet de la souplesse et de l'adaptation du mode de construction des problématiques culturelles. Chacun peut contribuer à partir de ses priorités, oblige au dialogue et à la co-construction, permet la transversalité. C'est un élément qui était aussi souligné par les élus locaux, de ne pas se spécialiser, même si on avait tendance un peu à nous ramener très vite sur des choses très genre amenez-moi des spectacles, mais en tout cas d'avoir une volonté, d'avoir un regard beaucoup plus ouvert et beaucoup plus problématisé sur l'ensemble du bloc local. Des dispositifs ouverts, un échange, j'essaye de en même temps synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites en fait, qui sont en relation avec cet atelier. Des échanges réguliers, en effet, du coup, cette co-construction permet d'avoir des rendez-vous réguliers pour réajuster systématiquement le travail commun. Mais néanmoins, c'est un édifice fragile. Et évidemment, la question de la consolidation de cette compétence partagée, alors qu'il ne devrait plus être facultative, mais partagée, obligatoire mais partagée, évidemment, on revient sur toutes les expériences de projets culturels de territoire, de pactes, qui ont été cités aussi dans cet atelier, avec l'idée que chacun définit ses priorités et finalement négocie l'espace de travail commun.
Et ce qui était un mot important, c'est-à-dire que du coup, chacun vient avec son projet de territoire et on articule l'ensemble et le département a ce rôle-là d'accompagner, d'aménager, de travailler cet espace qu'on construit. On a évité de parler de finances tout de suite en disant qu'il fallait qu'on se travaille plutôt sur le sens et le fond. Évidemment, dans ce travail sont intégrées les questions de DRAC et de région, hein, ça n'exclut pas du tout. Donc ça permet aussi l'obligation de la rencontre des différentes strates. Et pour finir, c'était aussi l'idée que, on en a l'expérience en Pays de la Loire, si un des partenaires se retire brutalement, néanmoins, cet espace de travail qui existe permet malgré tout de continuer la coopération et de rechercher des solutions intermédiaires ou en tout cas de ne pas laisser tomber un niveau local notamment. Pour faire court. Très bien, merci beaucoup. Renaud, je vais demander à Sylvestre de nous passer le micro à chef, s'il vous plaît, de le faire arriver jusqu'ici, peut-être jusqu'à Anouchka. Il nous reste un bon quart d'heure pour poser des questions de clarification sur les différents scénarios plaidoyers qui ont été présentés par les collègues au plateau. Voilà, donc c'est le moment de clarifier certains points qui ont été exposés, de poser quelques questions si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous présenter, nom, prénom, et d'où vous parlez. Oui, bonjour. Ici à Chauffé-en-Marceur, et lui aussi réseau Norma et syndicat SMA. Juste, c'est une clarification un peu générale. Je rebondis beaucoup sur votre intervention, sur la nécessité des concertations locales, de comment pas être hors sol. Ça a été indiqué assez clairement. Et juste... préalablement finalement se poser la question du sens pour savoir comment les gens, pour sentir comment les gens peuvent intervenir. Et donc le sens, moi j'en suis, dans la clarification, je suis désolé, j'en suis au tout début finalement, c'est de se dire quel est le sens, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sens potentiellement hyper puissant à cette rencontre, mais je ne l'ai pas encore tout à fait mesuré. Et là, en fait, je découvre qu'il y a essentiellement des techniciennes, techniciens et élus. Et justement, les acteurs, même si parfois c'est souvent les mêmes qu'on entend, bon, ils ont parfois une légitimité objective à travers des élections, mais est-ce que quel est leur rôle? Est-ce que leur rôle intervient après dans cette réflexion? Ou parce que là, par exemple, sur les musiques actuelles, le secteur qu'on défend, il y a 95% des gens qui ont été complètement absents de ces 3 jours qui me semblent importants. Donc voilà, la première clarification, c'est ça par rapport à ce qui a été dit. Ce qui m'a interpellé, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement comment ce rattachement au territoire, parce que là, c'est intéressant, effectivement, on a beaucoup de perspectives qui viennent de l'extérieur. Voilà. Bien comprendre ça. Moi, celle-là. Non ? Quelqu'un ? Vas-y. Moi, c'était juste pour témoigner d'un exemple. Je ne sais pas si voilà, il est transférable, mais en tout cas, sur cette question des consultations, nous, on a un EPCI sur le territoire, alors qui est très rural, donc c'est facile aussi, c'est un petit EPCI, mais qui a travaillé sur une consultation des habitants, au cœur du pacte culturel. Et en fait, là où ils ont réussi finalement leur consultation, c'est qu'ils ne sont pas allés sur des questions culturelles. Et c'était volontairement, les élus ont souhaité faire une consultation qui a structuré leur politique culturelle en partant d'une consultation qui parlait du lien au territoire, de l'habitabilité, de l'isolement ou pas. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'ils ont capté les non-publics. Parce qu'en fait, il y avait eu des expériences de consultation où en fait, quand on part sur les questions de pratiques culturelles, en fait, on majore les réponses de pratiquants et de pratiquantes. Et donc là, c'est peut-être une piste en fait pour se dire comment on repart entre guillemets de la base. C'est déjà et ça rejoint ce qu'on dit sur ne pas se centrer sur la politique culturelle en tant que telle, c'est-à-dire la mettre en contributrice finalement des besoins sociaux du territoire. Peut-être prendre un petit complément plus global sur la place des acteurs. Peut-être ne le savez-vous pas, mais ici, en fait, on essaie de fabriquer modestement la position des départements pour ces politiques culturelles dans le contexte qu'on connaît toutes et tous. Et on participe à une démarche nationale, du coup, qui est coordonnée par l'Observatoire des politiques culturelles et qui coordonne par ailleurs, du coup, des réunions interacteurs. Il y a la même chose qui est faite avec les réseaux associatifs en ce moment, qui est piloté, enfin coordonné plutôt par l'OPC. Et l'enjeu pour nous ici, c'est de fabriquer la posture des collectivités. Et on a la chance que le département de la Manche, qui est
étant très en prise avec ces acteurs et très en soutien, a pu permettre à pas mal de gens ici de venir travailler avec nous, et on les remercie, pour avoir un premier son de cloche, si j'ose dire. Et pour nous, le grand gap, c'est plutôt les Bis de Nantes, puisque ce sera l'endroit où on va exposer nos réflexions interréseau à toute la profession pour la mettre en partage, notamment avec le SMA, mais avec tout un tas d'autres acteurs de la profession. Donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, mais avant de parler au reste du monde, si j'ose dire, il faut qu'on se mette d'accord entre nous. C'est le sens de cette rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Enfin, moi, ce n'était pas vraiment une question. Donc, je suis Laurine Frédéric au département de l'Essonne. C'était plus une remarque qui me frappe aujourd'hui. Donc, j'étais dans le groupe des finances avec Caroline et Julien. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait quand même réfléchi. Moi, en tout cas, j'étais allée sur cet atelier en me disant peut-être que je vais découvrir des nouvelles sources de financement que je n'avais pas envisagées. Et en fait, on les avait un peu toutes envisagées parce que donc au département de l'Essonne, on est en difficulté financière comme beaucoup de départements, mais on est peut-être un peu plus loin aussi que certains départements. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça m'apparaît un peu comme une évidence qu'il faut peut-être changer de paradigme et arrêter de penser que l'argent est ailleurs. Alors oui, effectivement, le collègue du ministère hier nous a confirmé qu'il y aurait encore des fonds européens, mais que donc peut-être effectivement il y a encore des choses à aller chercher ailleurs, mais de se dire aussi, et peut-être c'est en réfléchissant par rapport à j'ai oublié son nom, l'économiste qui était intervenu hier, mais réfléchir. Merci. À comment est-ce qu'on pense plus en termes de ressources, et, de ce qu'on produit et de comment tout ça circule. Et je pense que aussi ça nous amènerait à moins réfléchir en termes de compétitivité, d'aller chercher des financements qui deviennent de plus en plus rares, mais de voir aussi comment est-ce que finalement nos propres ressources, qui peuvent être aussi des ressources humaines, peuvent être mises au service de la culture de manière large. J'avais pas cité cet exemple, mais nous, on a aussi expérimenté concrètement la mise à disposition d'un agent, du temps d'un agent pour une structure culturelle. Et voilà, j'ai un peu aujourd'hui, je partirais peut-être avec cette idée-là qu'il faut peut-être penser les financements autrement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, Xavier. Je te laisse te présenter, Xavier. J'ai un peu spoilé, je suis désolé. Oui, c'est pour rebondir un tout petit peu avec ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. On n'est pas dans le monde des bisounours et tout va bien. On sait bien. Donc, c'est bien de parler de qu'on va trouver des finances ailleurs, mais il faut savoir que les tiroirs dans le ministère, ils sont vides. Les tiroirs dans la région, ils sont vides. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on soit honnête, nous, les acteurs sur le territoire, et tout le monde, on va aller devant nos portes. Sinon, on va contre le mur. Donc, il faut absolument qu'on se réunisse. Hier, moi, ce que c'était frappant dans notre table, c'est qu'on est des acteurs culturels, mais on est vraiment tous avec des fonctionnements complètement différents. Ça veut dire que dans la musique, il y a des subventions, mais aussi il y a des entrées payantes après, dans les spectacles vivants. Nous, dans les arts visuels, on n'a pas tout ça. Donc, vous voyez, on a des fonctionnements complètement différents. Et tous, on va aller à piocher dans le pot. Mais le pot, il est très petit à l'heure actuelle. Et on a bien parlé hier matin, le pot, il fait 1% dans tous les départements. Maintenant, soyons honnêtes avec nous. Il faut qu'on se réunisse tous autour de la table et il y a peut-être des projets, que ça fait des projets d'il y a 40 ans qui sont plus peut-être pertinent à l'heure actuelle. Il y a des associations qui fonctionnent avec des financements lourds, ils sont peut-être, 3/4 du fonctionnement, c'est pour fonctionner l'association, et seulement il n'y a qu'un quart que ça va vers une restitution. Donc soyons honnêtes avec nous. Tous, on va perdre des plumes. Il ne va pas y avoir des gagnants et des perdants. Mais il faut que nous, on soit clairs que le pot, il est petit, qui ne va pas devenir plus grand et qu'il va falloir qu'on fasse le ménage entre nous. Il ne faut pas se voiler la face. Cherchons pas des fonds européens. Je suis en train d'entendre parler des fonds européens, mais l'Europe est en train de dépenser des milliards pour la guerre.
Vous croyez qu'ils vont dépenser de l'argent pour la culture? Mais il faut arrêter. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, soyons honnêtes, il faut qu'on se réunisse autour d'une table et qu'on se dise ça. Je me rappelle à une époque, le président du département, Pierre Aguito, il me disait, mais monsieur González, si je peux faire tous ces projets culturels, c'est grâce à la manne nucléaire, c'était à les taxes nucléaires. Mais c'est fini ça. On n'a plus cet argent-là. Donc maintenant, essayons de les distribuer équitablement entre les uns et les autres et que ça tourne. Avant que ça arrive quelque chose comme est arrivé en décembre de l'année dernière, ça veut dire que la région Pays de Loire a dit « c'est fini ». Donc essayons de construire avant que ça nous arrive ça, parce qu'on y va. Essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes, balayer devant nos portes. Voilà. Désolé pour dire ça, mais c'est la réalité. Petite précision, Xavier parle depuis l'usine utopique. Tout à fait. Voilà. Merci. Allez, on prend encore peut-être une réaction et on va bientôt laisser la place à Tilda. Est-ce qu'il y a une dernière question de clarification ou réaction avant de passer à la suite? Ce sera la dernière pour Stéphane Gros-Claude, si ma vision est bonne, je crois. Bien sûr, il y aura un autre temps d'échange collectif à partir d'11h, vous l'avez en tête. Bonjour, donc Stéphane Gros-Claude, consultant Voix d'Europe et administrateur RNMH. Ma question, elle porte sur la gouvernance. En fait, si j'ai bien compris, vous avez considéré la gouvernance publique, en fait, État, région, département, collectivité, et au regard de ça, la participation citoyenne. Mais est-ce que vous avez considéré la gouvernance incluant les citoyens? Il me semble que c'était le sujet porté par Louise, notamment. Je pense que ça a été répondu, effectivement. Oui. Oui, effectivement, l'idée, c'était d'inclure dans la gouvernance davantage de participation citoyenne. Oui, avec le constat que vous faites, qu'il y a énormément de choses qui ont été testées jusqu'à présent, qui fonctionnent plus ou moins bien, et tu disais qu'il fallait déjà évaluer ce qu'on a fait jusque-là, il faut peut-être faire un peu mieux et différemment avec ces enjeux de langage, de compétences qu'il faut peut-être faire monter au niveau des citoyens et des citoyennes. Donc on l'a traité tout à l'heure, je pense, me semble-t-il. Bien. Baptiste. Oui, peut-être parce qu'on réagissait entre nous aux propos de Xavier de l'usine utopique. Enfin, on est parti sur des questions de compétences, de gouvernance et de finances, mais derrière, c'est la question aussi du pouvoir d'agir des collectivités, pour ce qui nous concerne, du département. Derrière ce pouvoir d'agir, il y a bien la notion première de politique, dans le sens premier du terme, et de choix politique. Et quand nos collègues ont parlé rapidement que la solution, c'était de revoir la fiscalité, derrière la fiscalité, ça a été dit hier matin, c'est le choix de la fiscalité, c'est le choix de financer des politiques publiques, et la question de la raréfaction et de la diminution des ressources publiques est aujourd'hui, voilà, la première conséquence de l'affaiblissement de services publics, dont celui de la culture. Donc, bien évidemment, enfin voilà, derrière, il y a, je pense, une responsabilité collective et, portée aussi par les acteurs, bien sûr, mais il y a aussi des choix politiques qui peuvent modifier la donne pour le juste financement des services publics, je pense. Je voulais juste compléter une petite chose aussi, c'est que ça a été une question permanente, en tout cas dans le groupe, de la place des acteurs, que ce soit autant artistique, enfin les acteurs culturels, et l'importance dans ce travail de coopération et de construction de contrats locaux, c'est aussi la qualité du diagnostic territorial et la consultation qui va être faite à l'échelle du bloc local pour arriver à bien construire très largement cette dimension. Bien. Eh ben, merci à chacune et à chacun pour d'avoir accepté de rapporter les travaux de vos groupes respectifs. On va passer à la suite pour respecter le timing. Je vais vous laisser du coup sortir du plateau. On va clôturer cette séquence pour laisser la place à Tilda. Merci. Alors, juste un petit...